Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et cette proposition de parler de ce sujet sur l'antibiothérapie, qui est un sujet d'actualité. Sur l'antibiothérapie Péros, c'est une des évolutions qui a été reprise dans les recommandations, les dernières recommandations dont on va parler. Et donc en pratique, sur l'antibiothérapie de l'endocardite, il y a des grands principes qu'on a découvert au fur et à mesure de l'utilisation des antibiotiques, de l'histoire de l'utilisation des antibiotiques dans l'endocardite. Et on sait que c'est une infection qui est difficile à traiter pour plusieurs raisons. D'abord que c'est une infection systémique, et ça on l'a bien vu dans tout ce qui a été présenté jusque-là, avec l'atteinte cardiaque, mais aussi des atteintes à distance. Et puis souvent des patients qui peuvent être assez sévères. J'ai bien noté que vous aviez 25% de patients qui arrivaient en réanimation avec une endocardite. Je ne sais pas exactement notre chiffre à nous, mais je pense que on en a à peu près 20%, enfin une vingtaine de pourcents aussi. Donc c'est des patients qui, en tous les cas, dans nos centres, arrivent souvent avec des tableaux septiques assez sévères. Et puis, donc, il y a ce problème de cette végétation qui est le problème d'une infection avec un très fort inoculum. On sait que les antibiotiques vont avoir du mal à diffuser dans cette végétation. Alors, ce n'est pas tellement qu'ils diffusent mal, mais c'est surtout que la diffusion est assez hétérogène. Et puis, on sait aussi que dans cette végétation, les bactéries vont être dans des phases stationnaires de croissance et qui vont être du coup moins sensibles à certains antibiotiques, en particulier les antibiotiques qui agissent dans leur phase de croissance, les bêta-lactamines en particulier. Et puis c'est un endroit, la végétation, où on a une immunité locale qui est défaillante. On a on peut avoir une neutropénie locale finalement, l'équivalent d'une neutropénie locale. On a finalement peu d'accès des cellules immunitaires au sein de la végétation. Et tout ça fait qu'on a découvert au fur et à mesure de l'utilisation des antibiotiques dans l'endocardite infectieuse que quand on utilisait des antibiotiques à faible concentration, quand on traitait les patients de façon trop courte, ou quand on utilisait des antibiotiques bactériostatiques, finalement, on avait une forte probabilité de rechute si on faisait ça. Et donc, ce qui a fait que pendant des générations, on a appris certains adages sur l'antibiothérapie dans l'endocardite, qu'il fallait utiliser de la voie intraveineuse de façon, en tous les cas, initialement, en tous les cas, et à forte dose pour obtenir une bonne concentration dans la végétation, qu'on essayait d'associer des antibiotiques pour être bactéricides, pour diminuer rapidement l'inoculum initial, obtenir une synergie, et puis prévenir l'émergence de mutants résistants, même si c'est finalement pas un problème si fréquent que ça, qu'il fallait évidemment que l'antibiotique ait une bonne activité sur le micro-organisme, et il fallait des traitements prolongés justement pour éliminer ces bactéries en phase stationnaire qui risquaient de se réveiller, entre guillemets, à la fin de l'antibiothérapie et de provoquer la récidive. Donc, c'est une antibiothérapie qu'on commençait en hospitalisation avec éventuellement un relais à domicile. Et donc ça fait quelques années qu'on sait qu'on peut faire de l'antibiothérapie à domicile par voie intraveineuse. Et puis, ça va être le sujet de la discussion d'aujourd'hui, on apprenait qu'il n'y avait plutôt pas de relais oral possible, sauf depuis quelques années sur les endocardites du cœur droit. Et donc il y a quand même pas mal de choses qui évoluent. Et donc un premier point qui n'est pas le sujet du jour, c'est que les associations bactéricides, en fait, maintenant dans les recommandations, on est de plus en plus sur de la monothérapie. En tous les cas, dans la phase initiale, en voie intraveineuse, on va revenir sur la voie Péros. Et le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le relais oral dans les endocardites du cœur gauche, oui, c'est acté dans les recommandations. Et on va revenir là-dessus. Alors un petit point sur les avantages et les inconvénients, c'est des choses un peu évidentes, mais on sait que... Alors pourquoi finalement, quels sont les avantages de la voie intraveineuse ? Les avantages, c'est de se passer du problème de l'absorption digestive des antibiotiques et de leur biodisponibilité. On sait que quand on donne les antibiotiques par voie intraveineuse, on aura la dose directement dans le sang du patient et directement sur le foyer infectieux. On n'est pas dans cette problématique de l'absorption digestive et puis de ces antibiotiques qui peuvent ne pas avoir tous des très bonnes biodisponibilités. Il y a évidemment certaines molécules qui existent uniquement par voie intraveineuse. Et puis, ça permet aussi, la voie intraveineuse, d'optimiser les paramètres PKPD sur lesquels on va revenir, donc pharmacocinétique, pharmacodynamique, en faisant de la perfusion prolongée, en faisant de la perfusion continue. Donc ça, c'est des choses qu'évidemment, on ne peut pas faire par voie orale. Et puis, donc, la voie intraveineuse, c'est la voie de l'urgence.
Mais d'un autre côté, la voie orale, ça a plein d'avantages. Ça diminue les risques d'infection de cathéter, ça diminue les risques de thrombophlébite, ça diminue les coûts, ça permet le retour du patient à domicile rapidement, ça diminue la charge de travail des infirmières. Et donc finalement, il y a beaucoup d'avantages à cette voie orale. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne s'est pas posé plus tôt la question de la voie orale dans l'endocardite. Et ben, il y a beaucoup le poids de l'histoire. C'est-à-dire que, à mon avis, les endocardites à streptocoque, depuis les années 50, on a des études qui montrent que la pénicilline par voie intraveineuse à forte dose, c'est efficace. On a des modèles animaux qui montrent que ça marche bien. Et donc, on est resté beaucoup là-dessus. Et puis, sur les bactériémies à staph dorées, donc si on fait streptocoque et staph doré, qui sont quand même les deux grandes causes d'endocardite, en fait, on se rend compte que depuis les années 50, on n'a pas beaucoup de modifications de la prise en charge des bactériémies à staph doré compliquées, et que c'est que depuis 2024 qu'on a un essai qui a montré qu'on pouvait faire dans les bactériémies à staph doré bien sélectionnées, plutôt simples, entre guillemets, qu'on pouvait faire un relais Péros. Donc vous voyez que ça avance sur ces infections un peu sévères assez lentement sur le relais Péros. Malgré tout, depuis la fin des années 90, dans l'endocardite du cœur droit, on avait déjà une étude qui avait montré que on pouvait faire du relais Péros. Alors c'est une étude faite à Baltimore aux États-Unis dans les années 90, que chez des patients usagers de drogue intraveineuse, essentiellement infectés par le VIH, et donc une petite étude, mais malgré tout relativement bien faite, randomisée. Les patients qui arrivaient avec de la fièvre et qui étaient usagers de drogue avaient soit un traitement parentéral, soit un traitement oral. Quand ils avaient un traitement oral, c'était l'association de la ciprofloxacine et de la rifampicine, et ils ont analysé que les patients qui avaient des endocardites du cœur droit avec une bactériémie à staph doré, donc des endocardite du cœur droit à staph doré, et ils ont montré sur finalement quelques patients qui ont été analysés, vous voyez qu'il y a des chiffres relativement faibles, une vingtaine dans chaque groupe, qu'il n'y avait finalement pas de différence, que les patients soient traités par de l'oxacilline IV, c'était essentiellement ça le traitement, ou l'association Péros de ciprofloxacine et rifampicine. C'est une étude ancienne, il n'y avait pas de... Vous voyez que c'était des diagnostics essentiellement cliniques, hein, il n'y avait pas forcément d'échographie pour tous les patients. En tous les cas, cette étude-là a permis de valider dans l'endocardite du cœur droit le relais Péros. Et pour l'endocardite du cœur gauche, finalement, ça a été beaucoup plus long à se mettre en place, avec une première étude qui a été faite par nos collègues de l'hôpital européen Georges Pompidou, où ils ont repris, donc ils avaient l'habitude depuis les années 2000 de faire des relais Péros pour leurs endocardites bien sélectionnés, et ils ont repris une cohorte de 13 ans où ils ont repris, vous voyez, 426 cas d'endocardite documentés qui ont été inclus, il y en avait 214 qui ont été traités par voie orale et 212 par voie IV. Alors, ce n'est pas les mêmes patients, parce que c'est des patients qui étaient beaucoup plus graves, plus comorbides dans le groupe IV. D'ailleurs, il y avait plus de mortalité des patients qui étaient traités par voie intraveineuse, mais n'empêche qu'ils n'ont pas montré qu'il y avait plus de rechutes ou de récidives dans le groupe des patients traités par voie orale. Et vous voyez que le traitement, c'était pour les endocardites à streptocoque essentiellement de l'amoxicilline en monothérapie, dans 92% des cas. Et pour les endocardites à entérocoque, 91% d'amoxicilline en monothérapie. Et pour le staph, c'était plutôt de la bithérapie avec l'association soit Clinda avec une quinolone ou du fluoroquinolone et rifampicine. Donc on en était là jusqu'à l'étude qui a fait changer les choses, qui est cette étude qui a été publiée en 2019, que maintenant tout le monde connaît, qui s'appelle l'étude POET, qui était une étude faite par des collègues du Danemark, qui est une étude donc randomisée, contrôlée, qui a pris 400 patients, où les patients étaient relayés par voie orale à partir de J10, pour des endocardites, à streptocoque, entérocoque fécalis, staph doré ou staph coagnègue. Et la principale conclusion des auteurs, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de... ils avaient pris un critère composite, mortalité, rechute, récidive, réopération. Et il n'y avait aucune différence entre les deux groupes, que les patients soient traités par voie intraveineuse ou par voie orale. Comment ils ont sélectionné ces patients, quand on regarde un peu dans le détail, parce que c'est vraiment ça c'est finalement ce détail-là qui est intéressant, parce que c'est cette étude-là qui a été reprise intégralement en fait dans les recommandations ESC. Et donc ils ont sélectionné, vous voyez que les patients étaient quand même très sélectionnés. C'était des patients très sélectionnés. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y avait 1900 patients qui étaient éligibles, et qu'à la fin il n'y en a que 400 qui ont été inclus.
Et donc, ils les sélectionnaient sur le fait qu'ils devaient avoir une endocardite, donc à strepto, à staph, entérocoque ou staph coagnae, qui devait avoir un traitement d'au moins 10 jours et au moins 7 jours après la chirurgie chez les patients qui avaient été opérés, qui devait avoir des critères de bonne réponse clinique et biologique, qui devait être apirétique, pas de syndrome inflammatoire qui diminue. Et point intéressant, important, qui sera peut-être à discuter après, ils avaient tous une ETO dans les 48 heures qui précédaient le relais Péros. Et bien sûr, il ne devait pas avoir d'autres indications à un traitement antibiotique prolongé, pas de spondylodycite, etc. Il ne devait pas avoir de problème d'absorption et pas des poids extrêmes. Et une fois qu'ils avaient tous ces critères-là, ils pouvaient être relayés par voie orale. À la fin, il n'y avait pas de, donc je vous l'ai dit, il n'y avait pas de différence en termes de critères composites d'évolution, qu'ils soient traités par voie intraveineuse ou par voie orale. Quand on regarde dans le détail, vous voyez que c'est assez bien balancé en termes de bactéries. On a quand même une majorité de streptocoques, presque 100 dans chaque bras. Les entérocoques, on est une cinquantaine d'entérocoques dans chaque bras. Et puis les staphylocoques, finalement, un petit peu moins. Staphylocoque doré, enfin, on est autour d'une quarantaine. Et staph coagnae, assez peu de staphylocoques à coagulase négative. Donc très bien, ça paraît très 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 intéressant et très satisfaisant comme résultat. Là, ce qui pose un peu plus question et ce qui va être un peu le sujet de la discussion, c'est les associations, l'utilisation des antibiotiques qui ont été utilisés. Parce que déjà pour le staphylocoque doré, vous voyez que c'est essentiellement l'association de dicloxacilline, qui est un antibiotique qu'on n'a pas en France, avec de la rifampicine, et oui, c'est un point important que je n'ai pas détaillé, c'était systématiquement de la bithérapie qui avait été proposée dans le traitement antibiotique de ces patients. Sur un rationnel de s'il y a un antibiotique qui n'est pas suffisant, finalement c'est rattrapé par le deuxième. On va rediscuter de ce point-là après. Et vous voyez que pour les entérocoques fécalis, c'était essentiellement, il y a énormément d'associations différentes, mais quand même majoritairement l'association d'amoxicilline et moxifloxacine, qui est quand même pas du tout non plus une habitude française d'utiliser cette furoquinolone dans le traitement des entérocoques fécalis. Et pour les streptocoques, c'était l'association d'amoxicilline avec soit de la rifampicine, soit là aussi éventuellement de la moxifloxacine. On va revenir un peu là-dessus. En tous les cas, ces résultats très favorables de cette étude POET ont été confirmés dans une analyse post-hoc 5 ans après la fin de cette étude. Vous voyez que la différence, non seulement le pronostic reste... sur le critère composite d'évaluation, finalement, le bras, au bout de 5 ans, le bras traitement oral semble avoir de façon significative un peu moins de complications. Donc un pronostic plutôt un peu meilleur à 5 ans. En tous les cas, surtout, le point important, c'est qu'à 5 ans, ça valide le relais Péros dans cette population. Et puis, dernier point intéressant sur cette étude, qui est là aussi une étude qui a été faite, qui était en fait les résultats d'une étude ancillaire qui a été faite au sein de POET, qui était une étude d'analyse de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie des antibiotiques qui ont été utilisés dans cette étude, avec, en pratique, il y a eu des dosages à J1 et J5 pour tous les patients, enfin, pour une grande partie des patients. Tous les patients n'ont pas réussi à en avoir, mais c'était prévu pour tous les patients, avec une cinétique des différents antibiotiques utilisés. Et l'objectif, c'était de savoir si les patients qui avaient eu ces antibiotiques atteignaient les cibles PKPD d'efficacité des antibiotiques qu'on leur avait donnés. Avec là déjà, et on va se focaliser surtout sur l'amoxicilline parce que c'est finalement l'antibiotique qu'on va utiliser le plus dans le relais Péros. L'amoxicilline, vous voyez, avec un critère d'une cible PKPD d'efficacité qui est de 50%. Bon, sans rentrer forcément trop dans les détails de ça, c'est une cible qui est plutôt une cible d'efficacité pour des infections pas très très sévères. En tous les cas, qui peut être un peu discuté. Et quand on regarde un peu, et donc une fois qu'ils avaient défini cette cible d'efficacité,
ils ont regardé, ils ont fait de la modélisation de la pharmacocinétique avec des techniques de pharmacocinétique de population pour modéliser sur des milliers de patients à l'échelle d'une population, donc la pharmacocinétique, et regarder quelle était la proportion de patients qui atteignaient les cibles d'efficacité qu'ils avaient définies. Et si on reste focalisé sur l'amoxicilline en particulier, vous voyez que quand on regarde cette probabilité d'atteindre notre cible thérapeutique pour ces patients qui ont des infections à entérocoque, finalement, l'objectif habituellement de ce chiffre de probabilité d'atteindre cette cible thérapeutique, on estime qu'il faut avoir au moins 90% pour être efficace. Et vous voyez que pour les entérocoques et l'amoxicilline, quand on prend comme cible 50% du temps passé au-dessus de la concentration critique d'amoxicilline dans le sang, on n'a que 75% des patients qui ont 75% qui vont atteindre cette cible. Donc ce qui est en dessous des 90% qui sont requis. Et quand on regarde, donc en bleu c'est AJ1, en rouge c'est AJ5, et donc AJ5 on est un peu au-dessus, on est à 85%. Donc, par contre, pour les streptocoques qui sont des bactéries qui ont des CMI beaucoup plus basses, avec des breakpoints, des concentrations critiques qui là aussi sont plus basses, et on sait qu'en plus, entre la concentration critique du streptocoque et sa CMI modale habituelle, en fait la CMI est beaucoup plus basse, et là vous voyez qu'on est à 100% dans les deux cas. Donc cette étude, sans forcément aller dans tous les détails des différentes molécules utilisées, mais quand même on voit aussi que pour le linezolide, là que je ne vous ai pas encadré, on est quand même sur des chiffres d'atteinte de la cible PKPD très bas. Pour la moxifloxacine et l'entérocoque, on est à 34-40%, alors que je vous ai dit qu'on devait plutôt aller vers des 90%. Donc finalement, on est pour l'entérocoque sur des chiffres assez limites dans cette étude. Mais finalement, quand ils ont regardé, parce que leur stratégie c'était de mettre 2 antibiotiques, et finalement, il y a très peu de patients, il n'y en a qu'un, qui pour les 2 molécules utilisées, n'atteint pas les cibles thérapeutiques. Donc finalement, ils se rattrapent comme ça avec cette bithérapie. Et en parallèle de ça, vous savez sûrement qu'il y a une étude française qui a fini d'inclure, et dont on attend impatiemment les résultats, qui est une étude assez comparable à l'étude qui a été faite par les collègues du Danemark, qui s'appelle l'étude Rodeo, et qui s'intéresse, en fait, il y a 2 études dans l'étude Rodeo, une étude sur streptocoque, entérocoque, et une étude sur staphylocoque doré, et qui va comparer des relais Péros avec à peu près le même, sans rentrer dans les détails, à peu près le même schéma de proposition que dans l'étude Poète, mais par contre avec des modalités d'antibiotiques très différents, parce que vous voyez que là, c'est plutôt de la monothérapie avec de l'amoxicilline, donc pour streptocoque et entérocoque, amoxicilline en monothérapie, de 1,5 si le patient fait moins de 70 kg à 2 grammes 3 fois par jour. Ce que je ne vous ai pas dit, pardon, c'était dans l'étude Poète, l'amoxicilline, c'était 1 gramme x 4, donc des posologies plus basses, mais avec plus d'administration dans la journée. Et pour le staphylocoque doré, l'administration de la lévofloxacine associée à la rifampicine, là aussi avec des posologies qui sont adaptées au poids. Donc en pratique, rapidement pour conclure, les recommandations de l'ESC, en fait, elles disent Poète. C'est exactement l'étude Poète qui a été reprise, avec les mêmes indications et les mêmes modalités d'administration et les mêmes molécules proposées. Donc pour l'amoxicilline, vous voyez, c'est amoxicilline 1 g x 4 et rifampicine 600 x 2 pour le staph. Et pour la posologie, en tous les cas d'amoxicilline, c'est 1 g x 4. Et toujours associé à toujours des associations, alors que vous voyez que l'étude Rodeo c'est pas positionné sur cette association, et que l'étude rétrospective, quand même sur 400 malades de l'hôpital Pompidou, était plutôt sur de la monothérapie aussi. Donc en pratique, on attend un positionnement Alors on attend surtout les résultats de Rodeo pour savoir si cette proposition de traitement qui, je pense, correspond plus aux habitudes des infectiologues français, en tous les cas, est validée. Et puis, il y a aussi un travail de positionnement de statement
de la Société française d'infectiologie sur ces recommandations qui a été présentée à nos journées nationales d'infectiologie cette année, mais qui devrait être, j'espère, sortir cette année. En pratique, en guise un peu de conclusion, mais peut-être d'ouverture sur des questions, ce qu'on fait, nous, à l'hôpital Henri Mondor, dans le cadre de notre prise en charge au sein de SOS Endocardite, c'est qu'on suit, pour ce qui est des indications, exactement les mêmes indications que les recos ESC, sauf pour Enterocoque fécalis, où pour l'instant, on ne fait pas de relais Péros. C'est à discuter. Le choix des molécules et des posologies, on n'a pas du tout de crainte sur streptocoque et amoxicilline en monothérapie, avec des posologies qui sont plutôt des posologies qui ressemblent à celles qui ont été proposées par l'étude Rodeo. Pour le staphylocoque, c'est pareil, on est plutôt sur des schémas thérapeutiques type l'étude Rodeo, cette fois-ci en association, enfin en tous les cas quand on avait de la rifampicine, parce que là maintenant c'est un peu plus compliqué sans rifampicine. Et pour l'entérocoque fécalis, on est plutôt en attente des résultats de Rodeo. Et en tous les cas, on ne met pas de moxifloxacine associée à de l'amoxicilline dans le traitement des endocardites à entérocoque fécalis. Et puis dernier point, qui est pas vraiment qui est toujours dans ce sujet, mais qui n'est pas de l'antibiothérapie directement, c'est sur cette ETO systématique avant le relais Péros. On a plutôt décidé ça c'est une discussion qu'on a eue avec nos cardiologues, c'est qu'en l'absence de chirurgie, on est plutôt sur une ETO avant le relais Péros. Si le patient a été opéré, qu'il a une évolution favorable, qu'il a eu éventuellement le TO péropératoire, on va plutôt lui faire une ETT s'il est bien un échogène plutôt qu'une ETO avant le relais Péros. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc la monothérapie, c'est quand même très sélectif. Et très, très sélectif sur le germe. Oui. Il n'y a pas d'autres critères pris en compte pour... le choix de la molécule, c'est effectivement sur la bactérie essentiellement. Ouais. Voilà, et il y a quand même beaucoup de germes qui sont sous bithérapie orale. Dans l'étude Rodeo, dans notre pratique, nous, on ne fait pas beaucoup, à part le staphylocoque, on ne fait pas beaucoup la bithérapie. Je ne sais pas ce qui est fait ici et comment vous faites la... Streptocoque, monothérapie, entérocoque, il y a des débats, y compris entre infectiologues. Mais bon, c'est normal, il y en a qui ont été formés ailleurs qu'à la Pitié. Staphylocoque, toujours des bithérapies, enfin les staphylocoques, quels qu'ils soient, toujours des bithérapies, et les BGN, c'est des monothérapies. Très bien. Y compris le PIO. Adjib, vas-y. Ouais, juste une question, merci pour cette présentation. C'est vrai que l'entérocoque, il nous arrive de passer le pas, après moult discussions, et en particulier, on est gêné par les antibiothérapies intraveineuses longues. On voit, je pense comme vous, parfois des catastrophes avec les pick lines qu'on met parfois par excès, parfois longs, et on se retrouve avec des infections, de réinfections, etc. Et c'est souvent des patients fragiles et âgés, donc parfois on passe le pas. Moi, j'ai une question sur la... On ne va pas résoudre le problème aujourd'hui. Sur la durée du traitement antibiotique, est-ce que vous faites la même durée quand c'est IV puis Péros ou IV seul? Certains centres allongent la durée en se disant, voilà, on va faire Péros, mais un peu plus longtemps. Est-ce qu'il y a un rationnel vraiment à faire ça? Et est-ce que c'est votre pratique? Alors, ce n'est pas notre pratique. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de rationnel à allonger la durée de traitement en cas de traitement par voie orale. Ce qui pose la question, pour revenir, c'est pas exactement pour revenir sur la question de l'entérocoque, ce qu'on sait sur l'association qu'on utilise maintenant de plus en plus, amoxicilline C3G, c'est que cette association dans les études, avait toujours été poursuivie pendant toute la durée du traitement, contrairement à ce qu'on pouvait faire Amox-Janta, où c'était que pendant les 2 premières semaines, puis après on pouvait faire un relais par Amox seul. Donc, les quelques cas où on a pu discuter des relais Péros par amoxicilline, même si ce n'est pas vraiment notre pratique, c'est uniquement chez les patients qui ont eu l'Amox et la gentamicine pendant les 2 premières semaines. Donc finalement, c'est peu de malades, quoi.
Mais c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise de laisser un patient avec peut-être à tort, une endocardite à entérocoque sous amoxicilline seule. Les résultats de pharmacocinétique de l'étude Rodeo ne sont pas très, très en faveur non plus, en tous les cas pour la monothérapie. Et puis la moxifloxacine sur l'entérocoque, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on apprend comme étant un antibiotique très actif, même si on a l'air d'atteindre quelques critères PKPD, mais c'est quand même pas... L'équinolone sur les entérocoques, c'est quand même pas des antibiotiques qui marchent très très bien habituellement. Stéphane a une question, je crois. Sur la place de l'imagerie pour valider le relais Péros dans vos différents centres, qu'est-ce que vous faites finalement dans Rodeo, c'était une population très sélectionnée, c'était 20% de toutes les endocardites que l'on voyait. Vous proposez ETO pour valve native et finalement ETT pour patients opérés. On aurait envie de dire ETO pour les deux populations peut-être. Je ne sais pas ce que vous faites ici à la Pitié ou pas. Beaucoup de cas par cas, mais on a une approche différente. C'est clair. Donc clairement, on ne fait pas systématiquement d'ETO, sauf cas particulier pour valider un relais Péros. Évidemment, il faut que le patient ait un germe sensible. Il faut que le patient soit capable aussi de prendre le traitement. Il y a ces critères-là. Il faut que les hémocultures soient négatives, pas syndrome inflammatoire. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite qui soit apparue. Il y a l'ETO systématique à l'arrivée, mais on ne fait pas systématiquement l'ETO. Et alors, par contre, il nous arrive de faire l'ETO sur protège chez les malades opérés en phase active. Donc c'est intéressant parce qu'on fait régulièrement l'inverse, parce qu'on se dit on a opéré un malade en phase active. Avant de faire un relais Péros sur la prothèse, on vérifie sur le versant atrial, par exemple, d'une prothèse mécanique, qu'il n'y ait pas de repousse précoce, ou surtout s'il y a un abcès, parce qu'on a 25-30% d'abcès, être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose. Je pense que tout peut se discuter. Il y a l'autre contrainte. Dans l'idéal, je crois qu'il serait prudent de faire une ETO systématique à tout le monde, mais on se heurte à des problématiques pratiques d'absence d'anesthésie générale chez ces patients-là pour des tas de raisons, et puis la congestion de nos centres. Voilà. On fait du cas par cas. En pratique, nous aussi, c'est quand même discuté un peu systématiquement.